Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle saison. On demandait avec Laure Adler, c'était là. Bon, je ne sais plus tellement, on a l'impression qu'elle a toujours été là, Laure, et heureusement. C'est parti de là. Oui, tu es parti de là. Je crois que c'est la 6e saison qui commence. Merci Laure de ta fidélité et de ces moments toujours exceptionnels que tu nous proposes. C'est grâce à toi qu'on peut accéder comme ça à des grandes personnalités de la littérature et du théâtre. Et ce soir, donc, grâce à Laure, on va pouvoir écouter un dialogue avec Caroline Guyenne. Et je voudrais aussi remercier, saluer Florent Masse, parce que nous faisons en relation aussi, en collaboration avec l'université de Princeton. Demain soir, d'ailleurs, Caroline sera en dialogue avec quelqu'un que nous avons déjà accueilli ici grâce à Laure, qui est Wajdi Mouawad. Donc, vous pourrez profiter encore de cette présence. Et je pense que tu le feras l'heure, mais enfin, je dis tout de suite que le spectacle de Caroline Obama donc, est très, très bientôt, dans un mois. Oui. Ça, hein, donc, n'hésitez pas à prendre rapidement vos places. Laure, et il y en aura un second. On va pas découvrir tout ça. Laure, Caroline, bienvenue. Merci Caroline d'être là, merci à François de nous accueillir. Je vais parler de moi très brièvement pour expliquer pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour Caroline. C'était il y a quelques mois, c'était le début du printemps et je suis allée dans un théâtre parisien voir un spectacle qui était signé de Caroline. J'en attendais beaucoup, mais sans y penser vraiment. Et je vais voir les spectacles de Caroline depuis qu'elle a commencé à exister dans le monde théâtral parisien et français, c'est-à-dire depuis une bonne quinzaine d'années. De ce spectacle, je ne savais rien. Je suis rentrée dans cette salle de spectacle, je me suis assise, le noir s'est fait, et je suis sortie complètement bouleversée. Je pouvais à peine marcher, je pouvais difficilement respirer. J'avais été remuée jusqu'à l'intérieur de moi-même. Et Caroline se définit aussi comme quelqu'un qui travaille avec l'émotion. Donc, de cette émotion, nous allons parler ce soir. Et je voudrais dire une dernière chose personnelle. J'ai rencontré Caroline dans un endroit où il faut beaucoup attendre pour pouvoir rentrer. Et je pense que du théâtre, nous attendons beaucoup aussi avant d'y rentrer, dans tous les sens du terme, dans un univers imaginaire qui n'est pas le vôtre. Et l'endroit où j'ai rencontré Caroline, c'est un endroit où il faut se défaire de tout, de ses clés, de ses papiers d'identité, de tout ce qu'il y a sur votre corps, de ce qu'il y a dans vos poches. Et ensuite, vous avez un cliquetis, puis un premier passage, puis un deuxième passage, puis un troisième passage. J'ai rencontré Caroline en prison, à la prison d'Arles, dans une prison de QHS, c'est-à-dire quartier de haute sécurité, les prisons les plus surveillées de France, puisqu'il y a là des criminels qui peut-être ne sortiront jamais. Donc je dis ces deux choses parce que Caroline porte haut et fort une parole, une transmission de cette parole et aussi une responsabilité. Malgré son jeune âge, parce que pour moi c'est quelqu'un de jeune et c'est très important que Caroline incarne cette nouvelle génération de manière si brillante, de manière si déterminée et de manière si engagée. Parce que Caroline aussi dirige le 2e plus grand théâtre de France, entre autres, tout en continuant à son travail de créatrice. La première question que je voulais te poser, Caroline, c'est pourquoi tu portes le nom de ton père et le nom de ta mère? Merci en tout cas alors pour tout ça. Déjà je porte le nom, donc le nom de mon père c'est Guy Hélin,
qui pour la petite histoire n'est pas vraiment son nom, j'en parlerai. Et le nom de ma mère c'est Nguyen, en vérité c'est Nguyen Thiluc, donc c'est pas vraiment son nom non plus. Mais Guyella, c'est parce que mon père, quand son grand-père, donc c'était un immigré italien, est arrivé, en fait ils se sont trompés sur l'orthographe en fait son nom c'est Guida, Guida, et le D est devenu un E et un L. Donc quand je vais voir mes ancêtres en Italie, dans un petit village qui s'appelle Torre del Greco, en fait, je cherche le nom Guida et pas Guiella. Alors, je porte le nom de ma mère, donc je portais le nom de mon père, comme tout le monde, et j'ai porté le nom de ma mère parce que, en fait, comment dire, je pense que j'avais besoin à un moment dans ma vie, donc c'était quand j'avais peut-être 20 ans, 22, 23 ans. On posait tout le temps la question de mes origines, et puis j'avais l'impression que c'était une façon d'y répondre, que de mettre le nom de ma mère derrière. Et en fait, pas du tout. Et le nom de ton père a été effacé parce que dans la profession, tout le monde t'appelle Caroline Guyenne. Oui, maintenant oui. Mais effectivement. Mais bon, voilà, donc du coup, j'ai eu besoin de mettre ce nom-là pour ça, pour parler de l'histoire de ma mère. Étonnamment, en fait, quand tu dis que mon père a été effacé, même l'histoire de mon père a été effacée dans ma vie. Moi, je parle énormément du Vietnam, donc ma mère était vietnamienne. Elle était métisse, indienne et vietnamienne, puisque sa mère était indienne de Pondichéry, qui est arrivée, c'est les Vietnamiens qui arrivaient au Vietnam. Parce qu'ils étaient français, puis après elle est arrivée en France. Et c'est vrai que je connais très bien l'histoire de ma mère, et en fait mon père qui lui était juif pied noir d'Algérie, je connais très très peu son histoire, et par exemple j'ai jamais mis les pieds de ma vie en Algérie alors que je suis allée une vingtaine de fois au Vietnam. Donc je pense qu'en fait c'est tout un jeu d'apparition et de disparition dans ma vie. Les noms de mes parents, en fait c'est quelque chose qui est là et qui ne cesse de me poser des interrogations plus que de répondre en fait aux questions qu'on me pose, quoi, en quelque sorte. Alors, poser des questions, c'est ce que tu fais, c'est ce que ressent chaque spectateur à l'issue de tes représentations. Tu poses des questions, tu n'y réponds pas. Donc, aller voir un de tes spectacles, c'est un exercice philosophique profond. Tu as écrit des pièces assez tardivement, même si tu t'es engagé dans le théâtre assez jeune, parce que tu as une autre vie avant. Tu n'as pas choisi le théâtre au départ, tu as choisi la sociologie. Pourquoi? Et comment s'est opéré ce basculement vers le monde imaginaire et l'écriture de fiction? C'est très simple. Moi, je venais pas du tout d'une famille où le théâtre était une option. Je venais d'une famille, voilà, il n'y avait pas les scènes nationales, les centres dramatiques comme il y a en France. Voilà, s'il y en avait, c'est très loin de chez moi. Moi, j'habite dans un petit village du sud-est de la France qui s'appelle Villencroze, à côté de Draguignan. Bon, voilà, enfin, c'était très loin. Et puis socialement, mes parents venaient pas du tout de ce milieu-là. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allée au théâtre, c'était donc avec mes parents, ils m'ont amené dans le théâtre privé. On est allé voir un fil à la patte au Palais Royal à Paris, je m'en souviens très bien. Donc rien à voir avec le milieu de théâtre dans lequel je suis actuellement. Par contre, j'ai toujours su que j'allais avoir quelque chose à résoudre dans ma vie qui est justement lié à ces prénoms. C'est-à-dire que la table de mon enfance, elle était quand même assez étonnante, puisque à la fois j'ai grandi donc, dans ce petit village du sud-est de la France, Villencroze, où moi-même j'avais un accent à couper au couteau, un accent du sud, avec mon père, donc juif pied noir, qui avait 22 ans de plus que ma mère, qui était indienne et vietnamienne, catholique, bon, bref. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, c'était étonnant. Enfin, même si évidemment, je me suis pas dit ça plus jeune, mais je sentais qu'en fait, il allait y avoir quelque chose à comprendre, justement. Et pour comprendre ce qui se passait chez moi, j'ai très vite dû prendre mais pas j'allais dire une distance, mais pas une distance genre s'éloigner. En fait, c'est une distance pour pouvoir être proche, en quelque sorte. Euh, et ça, j'ai cru que j'allais le trouver par la sociologie. Et en fait, c'était pas ça encore. Et finalement, le théâtre et la mise en scène et l'écriture, c'est un peu ça. C'est à la fois trouver la distance pour pouvoir être très proche. C'est comme ça que je qualifie mon métier, quelque part. Et comment s'est opéré ce basculement?
Un peu par hasard, en vérité, j'étais donc en sociologie à Nice. Moi, en fait, à la base, je voulais faire du droit. Je voulais être avocate, en fait, hein, c'est très simple. Il s'avère que la fac de droit de Nice, à l'époque où j'étais élève, c'était pas possible. Politiquement, c'était très compliqué. Et donc, c'était inimaginable pour moi d'être dans cette faculté. Et donc, du coup, bon, j'ai fait les lettres, j'ai fait la sociologie. Et en fait, de sociologie, j'ai vu qu'il y avait l'ethnocénologie, pas l'ethnologie, puis après l'ethnocénologie, donc l'étude des pratiques artistiques dans d'autres pays. Et ça a correspondu quasiment au moment où ma mère a pu retourner au Vietnam, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les Vietnamiens, donc ce qu'on appelle les Viet Kieu, les Vietnamiens étrangers, c'est littéralement ça le nom, les Viet Kieu, Vietnamiens étrangers, ont eu le droit de revenir dans leur pays 40 ans plus tard, donc en 1996. Éternellement vietnamien, éternellement étranger, ça veut quand même dire quelque chose, ça aussi. Et en fait, du coup, je pense que c'était à peu près la période où moi, j'ai commencé à me dire que j'avais quelque chose à faire dans le pays de ma mère, quoi. Mais voilà. Donc, je suis rentrée par l'ethnocénologie, mais donc, du coup, j'ai étudié les marionnettes sur l'eau, le bunraku, le buto. Enfin, vous voyez, j'étais loin quand même du théâtre subventionné, enfin, du théâtre de texte aussi que j'ai rencontré plus tard, voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai basculé d'ethnocénologie à l'art du spectacle à Nice, en fait. Mais on peut dire que tout ce que tu as appris en ethno te sert encore aujourd'hui, parce qu'on peut dire que tu es une sorte d'anthropologue des pratiques des autres, tu es une sorte de lanceuse d'alerte des gens invisibilisés dont tu veux faire entendre l'histoire à haute et intelligible voix à l'intérieur de ton écriture. Et puisqu'on est là pour parler d'écriture, ton écriture, elle s'est petit à petit précisée dans une fonction presque d'anthropologie et de réveil des mémoires. Je me souviens que l'apparition de ton talent dans une scène nationale, c'était au Théâtre de la Colline, c'était Elle brûle, et c'était quelque chose de très intense, comme le titre, Elle brûle. Mais qu'est-ce qui brûlait? On ne savait pas. Mais on savait qu'il y avait une jeune écrivaine de théâtre qui voulait en découdre avec la scène contemporaine, qui voulait en découdre avec la fiction, qui voulait en découdre avec ce que ça veut dire des personnages qui ont des choses à dire, et que le fait qu'ils disent et qu'ils émettent des choses qui sont habitées par des personnages et non pas par leur propre identité, allait quand même provoquer une sorte de chaos à l'intérieur de chaque spectateur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une genèse de ton écriture et que tu es parti d'une sorte de, justement, de maelstrom d'émotions et de personnages pour ensuite t'acheminer vers quelque chose de plus classique, entre guillemets, restitution d'une mémoire, avec Saigon, sur lequel on reviendra tout à l'heure? Mon rapport à l'écriture, il est très passionnel, on va dire. Mais en fait, j'ai toujours écrit. D'ailleurs, je disais ça avec Claire David, qui est là, justement, qui est mon éditrice d'Actes Sud. Et je lui disais actuellement, si on me demandait de faire un choix pour une raison junior, mais si on devait faire un choix entre mettre en scène et écrire, sans aucune hésitation, ça fait partie intégrante de ma vie. Et je régule quelque chose même de mes tourments existentiels par l'écriture. C'est fondamental maintenant dans ma vie. Pour autant, j'ai mis énormément de temps avant d'assumer d'être autrice. Et dernièrement, j'ai une élève qui s'appelle Linda, qui est dramaturge, une jeune élève dramaturge, qui m'a parlé d'un livre. Le nom m'échappe, je retrouverai le nom de l'autrice pendant là, mais en fait, cette femme, une femme vietnamienne justement, et qui dit en fait qu'elle vient d'un milieu populaire, et qu'en fait, pour elle, d'écrire, au début, ça avait été le rapport à l'écriture pour elle, c'était écrire les lettres pour ses parents qui ne savaient pas écrire. Et qu'en fait, finalement, l'écriture, ça devait servir à quelque chose. Et que de passer de l'écriture qui sert à quelque chose, c'est-à-dire avoir des papiers, faire des demandes de remboursement, écrire les papiers pour la sécurité sociale, il fallait passer de l'écriture qui allait devenir de la littérature. Évidemment que la littérature, ça sert. On voit bien
c'est pas exactement les mêmes espaces. Et que ça, c'est très difficile à passer ce gap. Et je crois qu'il y a quelque chose, en fait, chez moi qui, enfin, moi, mes parents savaient lire, c'est pas ça, mais en tout cas, quelque chose qui, effectivement, a eu du mal à accepter, en fait, même mon titre d'autrice d'écriture. Maintenant, comment est-ce que j'ai réussi à l'adopter, à l'assumer? Je vais raconter quelque chose qui est très lié avec Saigon, qui en fait a été quand même une pièce qui a, en quelque sorte, qui m'a permis de comprendre vraiment où j'étais et d'assumer des choses. Je vais vous raconter ça, c'est que, et d'ailleurs c'est marrant parce que moi c'est un peu comme ça que tu t'ai raconté comment tu m'as rencontré, et moi c'est un peu comme ça que je t'ai rencontré Laure. C'est que par Duras, c'est qu'en fait, j'étais donc au Vietnam, et il y a, au Vietnam, je ne parle pas le vietnamien. Ma mère a toujours refusé de m'apprendre le vietnamien parce qu'elle avait peur que je m'intègre pas. On est 25-26 cousins, cousines, personne ne parle le vietnamien. Ce qui est le cas de vraiment 90% de ma génération, la deuxième génération d'immigrés vietnamiens, on parle pas vietnamien. Bref. Et je vais donc au Vietnam, je fais une pièce au Vietnam, j'ai donc un traducteur et une traductrice, et là, en fait, ma traductrice qui me traduisait comme ça, le vietnamien, donc me traduisait des improvisations. Et elle est vietnamienne, et par exemple, devant vous, imaginez, il y a une scène de séparation, et elle me dit, au lieu de dire elle est triste, elle me dit elle n'en finit pas de sa douleur. Elle dit cette phrase-là, que je trouve évidemment magnifique. Et du coup, à partir de là, je l'ai noté tout ce qu'elle va dire, toutes les traductions. Je me dis, tiens, ça m'a ouvert la langue vietnamienne, finalement, de comprendre comment cette femme avec un cerveau de vietnamienne traduit le français. Je rentre en France et je me dis, je veux qu'il y ait une voix off, et c'est beau que cette voix off dans Saigon soit une langue créolisée, ce que j'appelle créolisée, c'est-à-dire finalement une langue française, mais qui soit pensée depuis le cerveau d'une femme vietnamienne, quoi. Et là, je me mets à écouter comment elle s'appelle Tu, cette traductrice, a traduit, voilà. Et là, j'écoute, je relis, et je me mets à écrire. Chose que j'avais vraiment jamais fait, c'est-à-dire écrire en chambre, faire vraiment. Mais là, comme je l'avais elle dans l'oreille, je me mets à écrire la voix off, tout ça. Et je fais lire à l'époque à mon compagnon, et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ah bah oui, bah c'est très beau. Et je dis bah oui, mais en fait c'est marrant, c'est vraiment la langue vietnamienne, quoi. Il me dit oui, mais en fait c'est vraiment comme ça que tu parles. Et en fait, finalement, ma mère m'avait transmis quelque chose du vietnamien sans me transmettre le vietnamien. D'où Duras, effectivement. D'où Duras. Parce qu'il faut expliquer Duras, oui. Ben non, mais c'est que Duras dans son écriture, enfin en tout cas moi dans ce que je sens de Duras dans l'écriture, il y a du vietnamien. Ah, ouais. Elle parlait le vietnamien pendant son enfance. Elle jouait avec les autres enfants de son âge, et elle a toujours dit, et c'est vrai que quand on lit du Duras à haute voix, c'est d'ailleurs magnifique comme expérience, elle a toujours dit, Duras, que c'était la structure de la langue vietnamienne qui expliquait son rythme et son tempo. Et je pense qu'elle doit avoir raison. Complètement. Et donc voilà, et en fait, à partir de là... Donc t'écris pour mieux te connaître? Non, j'écris... maintenant, non, j'écris, c'est ce que dit Sarah Kane, j'écris quand la pression est trop grande. Enfin, quand tout d'un coup, j'écris. Et t'écris pour les autres ou t'écris pour toi? Parce que ton théâtre est celui des autres. Alors, j'écris... au début, en fait, j'adore écrire. Alors, pendant longtemps, on n'a pas vu que j'écrivais parce qu'en fait, je voulais disparaître derrière l'écriture. Mais je voulais disparaître parce que, par exemple, on parlait d'expérience en prison avec Joël. Moi, j'adore Joël Pomera, du coup, qui a travaillé en prison avec qui j'ai travaillé. On en reparlera parce que c'est très important dans l'itinéraire de Caroline et dans son écriture aussi. Mais Joël, effectivement, il y a vraiment un style et que j'aime et que j'adore et que je respecte énormément. Voilà. Moi, c'est vrai qu'en fait,
par exemple, ce qui m'a beaucoup manqué, tout simplement, quand je suis arrivée dans le théâtre, c'est les accents même que j'avais de mon enfance, quand je vous parlais tout à l'heure d'accent du sud de la France, l'accent que n'avait pas ma mère, mais ça raconte aussi quelque chose, l'accent de mon père, les accents autour de moi, ça n'existait pas, la façon de parler, enfin chacun, c'est ce que dit Hannah Arendt, chacun habite, quand on lui a posé la question quelle est votre patrie, elle a dit ma patrie c'est ma langue, et c'est vrai que je me disais, finalement il y a quand même beaucoup de personnes qui sont exilées de leur langue sur les plateaux de théâtre français, il y a beaucoup de personnes en fait dont on évacue finalement la langue, et je trouve que c'est d'une grande violence. Après, c'est d'une grande violence que moi je comprends, et en fait finalement je me rends compte que mon projet, quand j'ai commencé à comprendre un peu mieux l'histoire de ma mère, je me suis rendu compte que ma mère, on lui avait interdit de parler sa langue. Quand elle est arrivée en France, elle était dans un camp qui s'appelle le camp de Bias, où il y avait tous les réfugiés. Après, elle est partie parce qu'il y avait les harkis qui arrivaient, donc elle est allée à Saint-Livral, et on a interdit les Vietnamiens de parler leur langue. Et je pense qu'en fait, sans le savoir, mon travail a été finalement de faire, de redonner en fait une légitimité à des langues, mais voilà, des langues effectivement comme le vietnamien, on entend parler le vietnamien, qui est en vérité Viet Kieu, j'en parlerai, mais aussi des Français qui sont pas, qui sont la façon dont les gens se parlent et habitent en fait leur espace et leur lien à l'autre dans sa langue, quoi. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est toujours très important. Dans La Clima, par exemple, il y a une comédienne qui s'appelle Dina, qui a un accent, qui a une façon de parler, qui joue le rôle de la mère, vous verrez. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter. Et après, dès que je l'ai, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de ses mots, sa grammaire dans la tête. Et après, je peux partir et j'écris, en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est une façon pour moi de réhabiliter les langues, de réhabiliter les gens. Quand c'est des langues, on parle beaucoup des corps en France, les corps invisibles. Mais moi, je pense qu'il y a aussi les langues. En fait, les langues, beaucoup ont été invisibilisées. Et d'ailleurs, juste comme ça pour le dire, ça a été assez intéressant. Ma première expérience, une des premières expériences de théâtre, Elle brûle. Par exemple, il y avait deux langues étaient parlées. Le personnage principal était marocaine. Elle parlait arabe avec son père. Et sa belle-mère était allemande. Donc, ça parlait à des moments allemands. Et c'était drôle, on a fait plein de rencontres publiques après. Et ben, je vous jure que systématiquement, on me posait la question de pourquoi mon personnage parlait l'arabe. Et on ne me demandait jamais pourquoi mon personnage parlait allemand. Ça raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des langues qui doivent être justifiées, ou en tout cas qui étonnent d'être, qui sont. Et ça, je crois qu'effectivement, évidemment, c'est quelque chose que j'essaye de réhabiliter en quelque sorte. Est-ce que chacun parle pour soi dans la vie? Et est-ce que le théâtre n'est pas le lieu aussi d'une possible écoute des autres? Alors, quand je fais mes distributions, en fait, par exemple, ce qui m'amuse le plus et ce qui va vraiment le plus m'inspirer, oui, c'est la langue de quelqu'un, mais en fait, c'est de l'imaginer au contact de la langue d'un autre. Ça, vraiment, vous verrez, par exemple, dans La Clima, imaginez, par exemple, Dina, qui est juif, pied noir, avec un accent que je connais bien, puisque c'était un peu l'accent de mon père, et l'imaginer parler avec Maud, qui vient d'une toute autre histoire géographique, qui est bretonne, qui a 25 ans, tout d'un coup, c'est la rencontre des langues qui m'amuse même. C'est comme un jeu, mais ça a à voir sûrement avec ce que je racontais au début sur la table de mon enfance. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pose tout le temps la question dans mes spectacles de est-ce que le commun est possible? En fait, c'est tout le temps ça qui est posé. C'est ma grande question, je pense. Malheureusement, en ce moment, je suis un peu pessimiste, mais je continue quand même à me la poser cette question. Et puis, mais parce qu'en fait, c'est concret. Ça a été un peu la question de ma vie, en fait. C'est la question de ta vie, mais c'est la question de la nôtre aussi. Et le théâtre est peut-être une opportunité pour pouvoir s'écouter, comme la musique est aussi une possibilité de suspendre le côté agonistique si violent que nous traversons ce moment-là. Et il y a quelque chose qui est très important aussi par rapport à ton écriture, c'est que l'écriture va avec l'espace.
C'est-à-dire que tu peux créer en prison, tu peux créer dans une chambre, tu peux créer dans un appartement, tu peux créer dans un petit théâtre, tu peux créer dans un immense théâtre. Comment définis-tu l'écriture par rapport à l'espace et au déploiement de la parole dans ce lieu circonscrit que tu choisis? C'est assez rare hein, dans les dramaturges et écrivains contemporains à faire ceci. C'est vrai que c'est vrai. En fait, je m'étais jamais formulé les choses comme ça, mais la parole, elle part. En fait, même, je vais te dire même mieux, c'est que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que toutes mes pièces, sans le savoir, au bout de 5 minutes, on a donné l'adresse de la monnaie. Non, mais c'est vrai. Par exemple, Saigon, ça commence et je dis, vous êtes au 18 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 5e, dans le 11e arrondissement de Paris. Et Lacrima aussi. Lacrima aussi. Mais, et en fait, je me rends compte que, sans le vouloir, je donne tout de suite l'adresse de là où on est. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, c'est parce que pendant longtemps, je me suis battue, moi, contre une forme d'universalisme. Ah bon? Pourquoi? Parce que, alors, attention, parce que bon, mais c'est, la deuxième partie de ce que je vais dire, elle est importante, mais là, en fait, je me suis battue contre l'universalisme parce qu'en fait, tout simplement, moi, quand je suis arrivée dans le théâtre, on m'expliquait que Molière était universel et que du coup, en fait, il recouvrait l'ensemble des douleurs. Mais moi, je voyais bien que l'ensemble des douleurs, en tout cas celles qui concernaient mon père et ma mère, ne se retrouvaient absolument pas dans le misanthrope qui peut être très beau, c'est pas la question, mais en tout cas, il n'y était pas. Et donc, finalement, cet universalisme ne faisait que créer finalement de l'exclusion et des espaces d'invisibilité, puisque tout le monde pouvait être de toutes les douleurs. On n'avait pas besoin des Vietnamiens, on n'avait pas besoin des Arabes, on n'avait pas besoin des accents, on n'avait pas besoin de plein de gens, puisque tous pouvaient être de toutes les douleurs. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des autres? Et donc, moi, je me suis battue contre ça et je pense que de donner l'adresse, et d'ailleurs Saigon, c'est marrant parce que tout le monde dit c'est universel. D'ailleurs, c'est vrai, Saigon a joué franchement, partout dans le monde. Mais en fait, étonnamment, jamais je pars du postulat que mes personnages sont universels, mais jamais. Je pars tout le temps au contraire de quelque chose de très précis. J'ai besoin de savoir où il habite, même j'ai besoin de savoir ce qu'il a dans sa garde-robe, j'ai besoin de savoir ce qu'il mange, j'ai besoin de savoir quel métier il ou elle font. Enfin, et au contraire, c'est d'être au plus précis, d'être au plus situé. Bon, maintenant, évidemment, c'est un mot qui est très très à la mode de se situer, mais bon, qui me parle du coup, que du coup, quelque chose peut-être peut rayonner. Et donc, la deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que je ne crois pas, enfin, qu'en tout cas, j'ai dû mettre en crise la notion d'universalisme, que je ne crois pas au projet du commun. Je crois profondément au projet du commun. Et je pense qu'il est profondément nécessaire. Et je veux pas que les gens soient. Enfin, mais en tout cas, voilà, j'ai été obligée de mettre ça en crise. Donc, du coup, sur la question de l'écriture et de se situer par rapport au lieu, effectivement, je pense que je ne peux pas écrire si je ne sais pas de qui je parle et depuis où ça parle plutôt. Depuis où ça parle. Voilà. Depuis la prison, depuis un restaurant vietnamien, depuis des brodeurs à Mumbai, depuis... voilà, ça c'est important. C'est ça qui va créer un geste, un premier mouvement d'écriture. Ça veut dire que l'habitacle, c'est le corps, la langue, et que finalement, pour l'universalisme, c'est parce que tu construis des personnages extrêmement singuliers que leur singularité peut mener vers une réflexion universaliste. En tout cas, c'est que c'est pas parce qu'ils nous ressemblent qu'on va les comprendre en fait. En fait, mais c'est parce qu'ils sont proches de nous qu'on les aime aussi. C'est marrant, je me pose la question de ça, moi. Tu vois, par exemple, j'ai vu un film là récemment que j'aime énormément, qui s'appelle Proxima, de Alice Vinocourt. Et en fait, dans ce film, ça m'a fait réfléchir parce que il y a à un moment le personnage donc de Eva Green qui est donc astronaute. Et c'est un film génial. C'est un film génial. Qui n'a eu aucun succès en France, aucun. Ouais, on était 3 dans la salle quand je l'ai vu. Ouais, moi j'ai adoré ce film. Et en fait,
alors, et en fait, c'est marrant parce que pendant longtemps dans le film, je vois bien que le projet du film, c'est de dire, regardez, les femmes astronautes, au final, c'est un peu comme nous. À un moment, il y a une fameuse scène où elle va acheter, par exemple, ses serviettes hygiéniques, je m'en souviens, voilà. Et le projet du film, enfin en tout cas l'un des projets du film, c'est finalement d'en faire une femme ordinaire qui du coup en quelque sorte permettrait à moi de me dire ah ben je la même vie qu'elle, voilà. Et ben étonnamment c'est pas là que ça m'a touchée. Et en fait le moment où elle m'a touchée, le moment où je suis rentrée en empathie totale avec cette femme, c'est le moment où elle est dans une situation précise où jamais je ne serai. C'est le moment où le psy lui pose la question, lui dit, bon, vous devez répondre à la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Vous allez partir en mission sur Proxima de Centaure. Est-ce que s'il arrive quelque chose à votre fille, vous voulez être au courant ou pas? C'est génial, c'est-à-dire vraiment tout d'un coup, c'est en fait, elle peut... Et je serai jamais dans cette situation, parce qu'en fait, je serai jamais à Proxima Centaure, c'est avec chose à ma fille, même si je suis ici à New York et qu'elle est à Paris, je vais aller à Paris. Elle ne pourra pas. Et cette situation dans laquelle elle est, dans laquelle je ne serai jamais de ma vie, a priori, c'est pourtant ça qui fait que je suis bouleversée par elle. Je pourrais te rétorquer qu'à l'intérieur de tes écrits, il y a un texte qui s'appelle Fraternité, que tu as mis en scène et qui flirte beaucoup avec une science-fiction qui est loin du réel. Donc, le jeu avec le réel, c'est une matière d'écriture pour toi. Oui, 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 c'est une matière d'écriture, c'est vrai, je pars tout le temps mais en même temps, j'ai toujours besoin de décoller. Je fais pas des pièces documentaires, même si j'ai évidemment, enfin, j'adore, je suis très inspirée aussi par le documentaire, enfin, mais j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui transcende, enfin, la fiction. Mais en fait, moi, c'est la fiction, c'est ça qui m'anime. Et je crois comprendre aussi pourquoi, c'est que, en fait, mes deux parents ont vécu un exil. C'est ce qu'on voit dans Saigon, c'est-à-dire qu'une histoire invisible, celle de ta mère qui n'a pas pu parler le vietnamien une fois qu'elle est arrivée ici, enfin qu'elle est arrivée en France, pardon, se heurte aussi et se conjugue avec l'histoire de ton père, qui est une histoire totalement invisible et invisibilisée dans les manuels d'histoire. Un silence répond à un autre silence qui lui-même répondra pas à une possibilité d'exprimer quelque chose. Ouais. Mais tu vois, du coup, en fait, ce silence justement de ma mère, parce que finalement, ils nous ont pas non plus, elle m'a pas non plus énormément raconté, ma mère, hein, et mon père, alors là encore moins. Mais en fait, il y a un auteur, pardon, j'oublie tous les noms aujourd'hui, qui a écrit Le Sympathisant. C'est un auteur américain. Si quelqu'un a son nom, Nguyen, je vais le retrouver. Et en fait, il a été interviewé et qu'on lui a posé la question de qu'est-ce que ça lui fait en fait d'avoir été face comme ça au silence de son père, au silence de sa famille. Il a dit mais non, mais en fait moi ce silence a été ma liberté. En fait, c'est sur ce silence-là que j'ai pu écrire. C'est ce silence-là qui a fait qu'en fait, du coup, j'ai écrit et je crois qu'il y a quelque chose en fait de ça. C'est-à-dire que avec mon père et ma mère qui m'ont finalement jamais transmis leur histoire parce ils avaient envie de m'en protéger. Pour autant, je voyais bien, de m'en protéger. Et ben en fait, ils ont eux-mêmes, même eux, ont entretenu une forme de fiction avec le pays qu'ils ont quitté. Par exemple, il y a toujours une blague avec mon frère et mes cousins. Ma grand-mère, par exemple, était persuadée qu'elle était la nièce ou la descendante de Thierry Ardisson. Mais parce que les Ardisson, soi-disant, venaient de Pondichéry. Et mon père était persuadé que Gilbert Melki, c'était le père de un de ses meilleurs amis. Et pour la petite histoire, une fois, du coup, je suis allée à Lyon et Gilbert Melki tournait un film et j'ai demandé d'aller le voir, c'est avant que mon père décède, et pour lui dire, en fait, vous êtes enfin, lui dire, en fait, mon père est là, votre père, en fait, aurait été un ami à mon père, tout ça, machin.
Et je l'ai vu, il m'a reçu, il a été très sympathique, mais il m'a dit, mais je suis désolée, en fait, moi, mon histoire, c'est pas du tout l'Algérie, c'est le Maroc, bon, c'était pas du tout lui, quoi. Et en fait, je l'ai pas dit à mon père. Et je l'ai pas dit, et en fait, vous voyez, ça a l'air anecdotique. De peur de le blesser. Mais de peur que tout s'écroule, en fait. Enfin, qu'en fait, entretenir un lien avec un pays qu'on ne voit pas enfin, ma mère, pendant 40 ans, elle n'a pas vu son pays. Et puis surtout, elle est partie de là en pensant qu'elle allait le revoir le lendemain. En fait, pendant 40 ans, ils n'ont pas vu, enfin, mon père, il l'a pas vu jusqu'à la fin de sa vie, mais ma mère, pendant 40 ans, n'a pas vu son pays. Et en fait, c'est comme les Viet Q qui étaient en France et qui, en fait, quand ils sont retournés jouer Saigon à Saigon, ils nous disaient non, non, mais nous, on va jamais pouvoir rentrer, on est sur une liste noire. Mais en fait, cette liste noire n'existe pas. Mais en fait, pour eux, c'était comme, j'ai compris que c'était comme s'ils disaient que avoir une liste noire, c'est se dire que le pays ne les a pas oubliés. En fait, il y a quelque chose d'un lien un peu fictionnel qu'on entretient avec le pays. Et je pense que moi, j'ai hérité c'est pour ça que sur la question de la fiction, en fait, c'est oui le réel, enfin, voilà, mais moi, c'est la fiction, en fait, qui m'anime tout le temps. Ben, dans Saigon, on a l'impression en tant que spectateur que ce à quoi on assiste, que l'écriture, elle est faite pour pouvoir nous faire éprouver de l'empathie, de l'identification avec chacun des personnages que tu as imaginés. Mais nous, on va encore plus loin en tant que spectateur. On se trompe sans doute, mais tu vas peut-être éclairer cette part d'écriture en toi. On a l'impression que tu nous restitues une vérité que tu as établie quasi ethnologiquement, scientifiquement. Alors que non, c'est de la fiction. Ouais, tout est de la fiction, mais en fait, enfin, sauf la cuisine, parce qu'il y a des mets, il y a de la cuisine, il y a des plats, il y a des odeurs. Ouais. Non, mais tout est de la fiction, mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'importe. En fait, tu vois, par exemple, l'histoire de Saigon, elle est partie d'une histoire que moi, on m'avait racontée dans ma famille. C'est la seule chose que j'ai gardée de l'histoire de ma famille, à part la réalité, évidemment, de la défaite de Dien Bien Phu, l'arrivée dans les camps, tout ça. Mais une histoire très concrète, c'était la sœur de ma grand-mère, qui s'appelait Lourdes, qui est arrivée avec elle était mariée, enfin amoureuse d'un soldat français qui s'appelait, enfin, qu'importe. Et en fait, quand elle est arrivée en France, lui a dit, ben, en fait, tu verras, quand on va arriver en France, je vais te présenter à ma famille, ça va être super, tout ça. Bon, et finalement, elle est arrivée en France, il n'y avait pas du tout de famille, c'était un enfant de la DAS. Et en fait, il n'avait pas du tout une grande maison, il n'avait pas du tout d'argent. En fait, ils ont vécu dans un studio et en fait, la vie d'ailleurs a été terrible, vraiment du côté de ce côté-là de ma grand-mère, ça a été terrible. Et j'avais cette histoire-là, donc dans ma famille comme ça qui se trimballe avec plus ou moins de variations, avec des choses très floues. Bon, mais voilà, j'avais cette histoire-là. Et je me suis dit, moi, j'ai toujours été très intéressée par les menteurs. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me, des gens enfin, voilà, qui mentent, comme Jean-Claude Roman. Enfin, c'est des choses, elles brûlent. C'était ça d'ailleurs le sujet. Madame Bovary, ça m'a intéressée parce qu'en fait, Madame Bovary, elle ment tout le temps. Bon, bref. Et Jean-Claude Roman, vous savez, c'est l'adversaire d'Emmanuel Carrère, et c'est l'histoire de ce type qui a passé sa vie à mentir à tout son entourage en faisant croire qu'il était expert international médecin à l'OMS, ouais. Alors qu'il partait de chez, il n'avait jamais terminé, enfin, il n'a jamais passé le cap de la première année. Jamais, il n'a jamais passé le temps. Ouais. Et tous les jours, il partait de chez lui et il faisait croire à toute sa famille qu'il a soigneusement assassiné, qu'il partait faire son métier. Et qu'il a assassiné, et qu'on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que je ne voulais pas qu'ils assistent à l'écroulement de mon monde. Tout ce qu'ils avaient cru. Et bon, bref, et donc du coup, j'avais cette histoire-là, et je me dis, tiens, c'est super, je vais le faire à partir de là, et c'est pour revenir sur la question du réel et de la fiction, mais c'est que la première fois où j'ai en fait improvisé avec les comédiens autour de cette histoire, et ben en fait, Dan, qui jouait le rôle du soldat, avec Fu Hao, qui jouait le rôle de
de la femme vietnamienne, me disent mais comment est-ce qu'on va faire pour improviser en fait, moi, elle parle pas elle parle pas le français, lui, il parle pas le vietnamien. Et ce qui était fou, c'est que j'ai découvert ça de cette histoire. C'est qu'en fait, il ne parlait pas la langue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, j'avais cette histoire-là, mais j'avais pas déplié ça. Et en fait, je me dis, bah tiens, très bien, ça, c'est le réel. En fait, il n'y a pas de réel, c'est-à-dire l'histoire, et a priori, ce qu'on va inventer, il y aurait plein de choses. Si les personnages regardaient cette histoire, me diraient, bah non, c'est pas passé comme ça. Mais il y a une chose qui était réelle, c'est qu'il n'y avait pas la langue. Et donc, comment est-ce que Regardez alors. non, bah non, comment est-ce qu'ils faisaient pour se comprendre, à quel point ça a créé aussi des malentendus, comment est-ce que du coup on fait venir des interprètes qui interprètent, bon voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pour revenir sur cette question du réel et de la fiction, qu'importe, de toute façon, on n'est pas là pour qu'il y ait la vérité, en fait. On est là pour créer, en fait, moi je veux que... De l'émotion, voilà. on revient à l'émotion. Oui. C'est un concept, l'émotion, pour toi? Euh, non, pour moi, en fait, c'est ce que je racontais un peu ce matin. Je pense que j'ai vraiment été dans une famille où l'émotion est débordante tout le temps. Euh, j'ai et du coup, en fait, j'ai pas de. Par exemple, quand je suis revenue de Saigon pour écrire Saigon, je m'en souviens que les gens, dans la journée, je voyais beaucoup de gens pleurer, mais pas pleurer. Le trajet des larmes n'a rien à voir en fait avec. D'un coup, il entend une chanson qui le bouleverse, et ça, je le verrai jamais en fait en France. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore vu. Et quand j'ai écrit Saigon, je me suis dit, n'oublie pas les larmes, n'oublie pas la façon dont ça s'est. Voilà, n'oublie pas l'émotion de là-bas. D'ailleurs, Saigon, ça finit comme ça. Les derniers mots de Saigon, c'est ainsi qu'on raconte les histoires au Vietnam avec beaucoup de larmes. Et, moi, voilà, j'avais envie de restituer ça, mais finalement, c'était pas si loin que ça de moi. Mais ce qui m'a plutôt étonnée, c'est la façon dont ça a été reçu, en fait, en France. Alors, c'est vrai que ça a été une révélation. oui, mais en même temps, avec beaucoup de gens qui critiquaient ça, qui critiquaient le rapport à l'émotion. Enfin, il a été très très bien reçu, le spectacle évidemment a été. Mais je veux dire, en tout cas, tout le monde m'a posé la question de l'émotion. Tout le monde me disait, mais alors, attends, on sortait en pleurs, alors évidemment. Ah oui. Oui, mais tu vois, par exemple, il y avait quelque chose où, par exemple, pendant très longtemps, les gens n'arrivaient pas à dire que le spectacle avait une portée politique. Parce que, justement, il y avait du sentiment. Voilà. Et comme si la question du sentiment et du politique ne pouvait pas rentrer dans le même espace. Ah ben là, on est absolument au cœur de ton écriture, c'est-à-dire que tu entrelaces de manière très subtile l'individuel et le singulier à l'universel et à faire du commun, comme tu as dit tout à l'heure, et de la même manière, tu entrelaces le sentimental, le lacrymal, avec l'éminemment politique. Oui. Et ça, on peut dire que dans tous les textes que tu écris, on peut le vérifier puisqu'ils sont tous publiés, on peut aussi ne pas forcément se fier à l'émotion qui nous saisit corporellement et psychiquement quand on voit les spectacles de Caroline. Parce qu'avec les acteurs, avec le jeu des lumières, avec cette espèce de monde qui appartient à Caroline, qui est un monde esthétique aussi, hein, qui est complet. C'est vraiment un univers imaginaire complet. Mais je parle là de l'écrit, quand on te lit. Ouais. C'est difficile de démêler le sentimental du politique. Tu as raison, Saigon, c'est très politique. C'est une histoire de la décolonisation. Ouais, complètement. Parce que je pense que c'est pas, comment dire, quand je raconte les personnages que je veux raconter, par exemple, parlons de Lacrima très concrètement. Lacrima, c'est l'histoire d'une princesse qui commande une robe de mariage à une maison de haute couture. Vous avez vu qu'on quitte pas les larmes, hein, quand même. Oui, c'est ça. Et en fait, on va pas du tout s'occuper de la princesse, qu'on verra même pas d'ailleurs pendant le spectacle, mais en fait de toutes les personnes qui vont mettre la main à la robe. Donc que ce soit les brodeurs à Mumbai, les dentelières d'Alençon
ou les ouvrières et ouvriers à Paris qui vont faire le patron, la couture, tout ça. Et donc c'est vrai que tous ces gens-là sont normalement très invisibles. En fait, il n'y a pas du tout de... Enfin voilà, autant les robes, par exemple la robe de Lady Di, tout le monde l'a vue, elle est exposée, il y a une survisibilité justement, autant ceux qui participent, qui font l'ouvrage, qui participent à la beauté du monde, et ben eux en fait on ne les voit pas. Et quand du coup je me mets à écrire effectivement le personnage du brodeur ou de la dentelière, c'est vrai que c'est comme si j'ai ce projet de réhabiliter leur récit dans le champ des larmes, dans le champ de la... de, c'est comme si, en fait, je posais la question, y a-t-il quelqu'un ici pour entendre leur peine, en fait, vu que quelqu'un ici, dans le sens où de poser la question au théâtre, de poser la question aux spectateurs, est-ce que du coup, et pour moi, la représentation du théâtre, elle me sert à ça, c'est-à-dire elle sert en fait à créer comme un espace dans lequel finalement ces personnes-là vont pouvoir, voilà, euh, être réhabilitées, oui, par les larmes. Je crois que c'est un projet comme ça que j'ai, mais de façon quasi inconsciente, quoi. Enfin, ce qui est conscient, je crois, à l'intérieur de ton travail d'écriture, c'est qu'il y a une part très claire, très affirmative de pouvoir restituer la vie des invisibles Oui, et de ceux qui n'ont jamais droit à la parole, qui n'ont peut-être jamais droit à l'existence, que ce soit dans Saigon, que ce soit dans Lacrima, ou les ouvrières qui sont des centaines à pouvoir broder la robe de la future princesse. Il y a à la fois il y a à la fois une atmosphère de conte fantastique dans ton univers d'écriture, parce que bon, la robe de la princesse, ça rappelle aussi des choses de l'enfance, et il y a en même temps une charge socio-économique et une réhabilitation ce qu'on appelle, c'est l'expression française qui est absolument extraordinaire, les petites mains. Les petites mains, comme si les mains étaient plus petites des ouvrières qui travaillent en étant maltraitées. Comment tu allies ce côté engagement social, découverte d'univers de travailleurs qui ne sont pas forcément à la une de la lumière de l'actualité, et puis ce côté fantastique. Euh, ben, en fait, déjà, c'est important pour moi de dire que je ne. En fait, c'est pas. Enfin, c'est devenu effectivement un projet politique, c'est sûr, mais en fait, en moi, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment. Ça, par exemple, la princesse, ça m'intéresse pas du tout de la raconter. Euh, mais par contre, en fait, quand je vois quelqu'un, là par exemple tout à l'heure, j'étais au musée, j'en ai profité pour aller au Whitney, et en fait, je sais pas, je voyais des gardiens dans les salles de musée à côté des grandes œuvres. Donc on voit les grandes œuvres, on voit le Hopper, et à côté il y a ce gardien qui est là. Alors le Hopper est évidemment sublime, magnifique, bouleversant. Et en même temps, cet homme à côté, j'ai envie de le raconter. Je me dis, mais c'est quoi la vie de cet homme à côté de ses œuvres magnifiques toute la journée Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui tout de suite m'agrippe en fait. Alors, il y a un spectacle d'ailleurs qui a été fait hein, sur ça, mais de Mohamed El-Khatib, exactement. Qui est remarquable. J'ai pas vu celui-là. Mais c'était des vrais gardiens de musée qui venaient exprimer leur rapport au monde et on s'aperçoit qu'ils sont super cultivés bah oui. et que nous, on passe à côté d'eux. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en fait mais bon, je pense qu'effectivement on partage ça aussi avec Mohamed, euh, voilà qu'il y a c'est ça qui m'attire en fait. C'est les histoires comme ça des personnes que j'ai pas vues, mais aussi de me dire sur le plateau qu'est-ce que ça va donner en termes de paroles, en termes de corps, en termes de choses que j'ai pas encore vues, même voilà, même d'un point de vue artistique, esthétique, voilà. C'est du hors-champ, quoi. Ouais, c'est du hors-champ, beaucoup, carrément. Le hors-champ est très important, même dans mon travail. Alors, tu fais du cinéma.
Et tu es influencée par le cinéma. Oui. Comment et pourquoi? Alors, par rapport à tout ce que j'ai raconté, justement au début, Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, hein, Caroline, on se demande. non, mais en fait, moi j'ai été très fâchée en fait par le théâtre pendant des années. Même si j'ai fait une école de théâtre, j'ai fait le TNS d'ailleurs, mais en fait, j'étais fâchée parce que ce que je vous racontais, c'est-à-dire en fait, je voyais bien avec cette espèce d'universalisme. Nous, en France, pendant quand même pas mal d'années, il y avait vraiment que des blancs sur le plateau. Il n'y avait aucun accent. On m'a fait perdre mon accent parce que j'ai eu le malheur de vouloir devenir comédienne pendant 1 an. Je suis ressortie de là, j'avais plus d'accent. Et puis sur les histoires qui étaient racontées, bon, bref. Et donc en fait, vraiment, je me disais, mais ça n'est pas mon lieu. Et ça n'est pas le lieu de ma famille, ça n'est pas le lieu des gens que j'aime, c'est pas le lieu. Et en fait, c'est en allant au cinéma que j'ai pu, même si évidemment le cinéma a aussi plein de travail à faire, mais quand même, j'ai découvert le cinéma par exemple de Keshish à cette époque-là, et qui faisait la Ganne et le Mulet dans une famille à 7 avec le couscous. Je m'en souviens, ils avaient à la fois l'accent du Sud, à la fois ils parlaient marocain, enfin bon, bref. Et même sur la parole, même sur l'écriture de la parole que ça donnait, voilà, ça me redonnait confiance dans la possibilité de la représentation. Et c'est grâce au cinéma que je suis en fait, que j'ai continué en fait à me dire non, il faut que je crée mon espace, mes histoires. Et c'est pour ça que même le théâtre que j'ai fait pendant très longtemps, d'ailleurs je travaille avec une directrice de casting qui vient du cinéma pour trouver les comédiens justement qui sont pas des comédiens pour la moitié d'entre eux sur le plateau. Très important. Oui, parce Pas, que pas que des professionnels. ouais, il y a la moitié à chaque fois, mais pour des raisons très concrètes. Quand j'ai fait Saigon, il fallait qu'il y ait des comédiens qui parlent le vietnamien. En France, il n'y en avait pas. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais pas prendre des comédiens chinois qui vont faire semblant de parler le vietnamien. Enfin, je veux dire, mais il y a une période où on l'aurait fait, hein, ça. Ou même on aurait fait même jouer des blancs. Enfin, je veux dire, ça a été fait, même dans le cinéma, ça a été fait. Enfin, voilà. Bruce Lee il a été viré de plein de castings parce qu'en fait, il était pas blanc. Enfin, je veux dire, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon, bref, donc du coup, je prends des comédiens qui sont pas des comédiens, enfin qui sont pas des comédiens, mais qui ont le mérite de parler le français et le vietnamien. Et tout ça pour dire, du coup, je travaille avec cette directrice de casting. Puis c'est vrai que même sur la création musicale, je suis aussi très, très inspirée par ça. Puis évidemment par le montage. Enfin, quand vous verrez Saigon ou Lacrima, c'est vrai qu'il y a une façon comme ça très cinématographique, même d'imaginer les histoires. Même On m'a dit que c'était très construit à partir de l'imprégnation des séries, des meilleures séries. Oui, oui. Lacrima, on me l'a beaucoup dit. Il y Ouais. a une suspension Oui. temporelle, il y a une cadence, il y a un retour aux épisodes. Ouais. Oui. Il y a une espèce de durée que tu crées par l'intermédiaire d'un tempo particulier qui n'appartient pas du tout d'ailleurs au monde du théâtre normalement. Ben, en fait, c'est aussi la choralité. J'aime beaucoup enfin, voilà, la choralité avec plusieurs histoires en même temps. Mais tu vois, la série, par exemple, on m'a beaucoup dit qu'effectivement, la grimace, là, c'est un sujet qui aussi me touche. Parce qu'il y a de la vidéo aussi, hein, qui va rythmer le temps, l'horloge. Le screen, ouais, voilà. ça t'a fait. Oui. Mais on m'a beaucoup dit qu'en fait, la grimace, ça ressemblait à de la série. Et en fait, souvent, on le disait, parce qu'aussi la grimace a un aspect populaire. Et que tout d'un coup, en fait, c'est devenu suspect que ce soit très populaire. Et en fait, ça, je sais que je suis passée dans une autre phase de combat politique que je n'imaginais pas, mais qui était finalement un peu le même que sur la question de l'émotion dont on parlait tout à l'heure, où j'étais aussi un petit peu attaquée sur le fait que c'était un peu facile. C'est pour tout le monde. De mettre du violon sur... C'est un défaut pour certains, voilà, que ce soit pour tout le monde. Que ce soit pour le plus grand nombre. En France. En France. Et ça procure du plaisir. Et qu'on en sorte bouleversé et en même temps content. Et c'était pas forcément à la mode. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, souvent les critiques français sont comme ça. Alors là... Théâtre populaire, alors voilà, le théâtre populaire. Et donc du coup, effectivement, c'est... Mais tu soutiens cette expression qui vient de Jean Vilar, oui. Et ce combat?
Tu t'inscris dans cette continuité historico-politique? Enfin, franchement, moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, vu ce que je raconte depuis le début, à savoir que j'ai envie de pouvoir entendre des accents, que mon projet, ça a été justement de me dire que le lieu dans lequel j'étais, j'avais envie que ce soit un lieu dans lequel ma mère soit représentée, tout ça. Évidemment que j'ai envie que dans les théâtres, il puisse y avoir un public le plus large possible. Et maintenant que je suis directrice public, d'un établissement public qui est un théâtre, donc qui est en France, on a la chance que ce soit payé par des impôts des contribuables, ben, j'ai envie qu'il puisse être évidemment ouvert au plus grand nombre. Et ça, oui, maintenant, c'est devenu en tant que directrice un projet profondément politique, engagé. Enfin, je veux dire, je travaille à ça tout le temps. Tout le temps. Là, d'ailleurs, on vient au TNS de lancer un nouveau programme pour les personnes allophones, donc sur le territoire de Strasbourg, de pouvoir permettre à des personnes qui ne parlent pas le français, donc qui parlent le géorgien, l'albanais, le roumain, l'ukrainien, d'assister en fait à des représentations qui seraient surtitrées, du coup en géorgien, en albanais. Donc là, mon dernier spectacle, Valentina, qui d'ailleurs parle de ça, qui parle donc d'une maman qui arrive à l'hôpital et qui ne peut pas être soignée parce qu'en fait elle est roumaine et que donc du coup le médecin ne parle pas le roumain et elle ne parle pas le français. Comment est-ce qu'au fur et à mesure elle va être obligée de faire ce qu'elle n'aurait jamais voulu faire, à savoir prendre sa petite fille de 9 ans pour traduire pour elle ses consultations médicales. C'est ce qui se passe en France, je ne sais pas si ça se passe ici aux États-Unis, mais en tout cas c'est ce qui peut se passer. On a des enfants qui se retrouvent dans des rendez-vous médicaux parce que eux apprennent plus vite la langue que leurs parents. Et donc ça c'est mon dernier spectacle Valentina, et je me suis dit je ferai ce spectacle que si à côté, moi qui offre aussi quelque chose qui est du coup d'un espace enfin, voilà, public, que si on arrive nous aussi à démêler cette question de pouvoir faire venir les publics allophones au Théâtre National de Strasbourg. Et hier, il y a eu la première de Valentina surtitrée entièrement en roumain. Et on a vraiment un public roumain qui est là dans la salle, et c'est très important. Donc oui, effectivement, enfin, je sais plus pourquoi est-ce que je suis arrivée à ça, mais là oui, la question du populaire. Mais moi, c'est vrai que bon, voilà, après ça c'est aussi peut-être très franco-français, mais dès que c'est très populaire, dès qu'il y a la question de l'émotion, dès qu'il y a la question des larmes, oui, il y a quelque chose qui est un peu suspect. Et c'est vrai que des fois je me dis, tiens, c'est marrant, ça peut s'assimiler à une forme de mépris social, quoi. Enfin, finalement, quand tout le monde aime, voilà, qu'est-ce que ça devient un peu suspect, quoi. Alors, parlons de Valentina, c'est cette émotion que j'avais ressentie en allant voir ce moment. J'ose pas dire un spectacle, parce que c'est pas un spectacle. C'est de nouveau une réflexion philosophique, c'est de nouveau des pistes de pensée politique, et c'est aussi ce problème de la langue dont on parle depuis le début de cet entretien, c'est l'incommunicabilité entre les êtres, et le fait que finalement, est-ce qu'on a une langue pour communiquer, ou est-ce qu'on communique que pour soi? Est-ce que le thème du secret n'est pas au cœur de la dynamique de ton écriture? Si, le terme du secret, le terme et le mensonge, enfin, qui va un peu avec. Euh, mais là, Excuse-moi de t'interrompre, et aussi les langues qu'on utilise tous dans la vie professionnelle, là en l'occurrence dans Valentina, c'est la langue des médecins, pour montrer son savoir, mais pas pour transmettre la vérité. Ça, on est vraiment au cœur. Dans La Crima, c'était pareil, dans Saigon, c'était pareil. Est-ce que la langue peut dire la vérité, ou est-ce qu'elle est au contraire faite pour ne pas du tout la dire et pas s'en approcher? Dans Valentina, on va dire que c'est peut-être le seul projet que j'ai fait avec beaucoup de colère. Et donc j'ai un rapport à la langue qui, on va dire, est plus direct, enfin à la communicabilité comme étant quelque chose de grave, enfin quelque chose en tout cas où quelque part dans Saigon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les Vietnamiens, les Viet Kieu comme ma mère, qui sont pas revenus au Vietnam pendant 40 ans, quand ils reviennent au Vietnam, en fait, ils parlent une langue que les Vietnamiens ne parlent plus.
En fait, c'est une langue de vietnamien étranger. Et il y a plein de mots, parce qu'en plus le vietnamien est une langue qui fluctue énormément, et il y a plein de mots qui sont plus du tout les mêmes, et d'ailleurs, les Viet Cong, quand ils reviennent au Vietnam, ils sont tout de suite repérés par leur façon de parler. Et quelque part, c'est bouleversant. Moi d'ailleurs, je l'ai découvert que très tard, ça. J'ai découvert que très tard, parce que j'ai vu justement mon traducteur, je voyais des femmes qui rigolaient quand ma mère parlait, et je n'arrêtais pas de lui dire, mais explique-moi, pourquoi, il n'osait pas me dire, et un jour, il m'a expliqué. Ce qui a fait que ma mère, vers la fin de sa vie, quand elle allait au Vietnam, elle parlait anglais. Bon, voilà. Donc ça, en fait, quelque part, quelque chose me bouleverse à l'intérieur de ça et est puissant parce que là, il s'agit effectivement de cette langue créolisée, il s'agit d'une langue de l'incommunicabilité, mais qui est liée à l'histoire et la géographie, qui raconte des tas de choses et voilà. Là, dans Valentina, on va dire, j'ai écrit ce spectacle avec beaucoup plus de colère, mais bon, la colère chez moi, c'est quelque chose qui est aussi qui a mis du temps à venir. Pourquoi? Bah, ça, je pourrais en parler, c'est vraiment le sujet sur lequel j'écris en ce moment, qui s'appelle Mélodrame, pour en finir avec la résilience. C'est en fait, alors je vais juste répondre d'abord sur Valentina. Moi, j'ai accompagné justement ma mère en fin de vie qui était atteinte d'un cancer et en fait, j'étais stupéfaite par justement la capacité de certains médecins, pas tous, hein, j'ai rencontré à la fin un médecin qui était formidable, qui dédicace le livre d'ailleurs, mais de ne pas comprendre qu'on ne peut pas comprendre. En fait, c'est quand même délirant. On en est à des endroits où, en fait, évidemment, on est en train de dire à une personne qu'elle va mourir, qu'est-ce qu'on comprend pas que la personne ne comprend pas. Enfin, je veux dire, c'est évident. Et, euh, et moi, c'est vrai que pourtant ma mère parlait très très bien le français. Et à la fin de sa vie, je me suis retrouvée, alors que ma mère a vraiment passé sa vie à vouloir très très bien parler le français et elle n'avait aucun accent. Et elle a passé ces derniers temps de sa vie à devoir avoir moi comme traductrice parce qu'en fait, un médecin ne lui expliquait pas bien les choses. Finalement, il lui a enlevé sa capacité de compréhension alors qu'elle a mis toute sa vie à comprendre le français, quoi. Et ça m'a mis très, très, très en colère. Et Valentina, en fait, ça ne parle que de ça, quelque part. Vous pouvez le lire, peut-être qu'un jour il passerait ici, je serais contente, mais en tout cas, après, il y a plein de choses plus sur l'amour d'une petite fille avec sa mère et comment est-ce qu'à la fin les cœurs se mélangent. Que la traduction, c'est ça qui est très beau, c'est qu'elle dit le jeu, en fait, elle traduit, et sa mère, quand elle arrive Elle porte la parole de sa mère à travers son corps, son cœur, son esprit. Jusqu'à plus savoir, en fait, s'il s'agit d'elle ou de sa mère, en fait. Et sa mère lui dit elle existe d'ailleurs... vraiment ou pas, ou si elle est un vecteur entre sa mère et le médecin. Et à la fin, la petite fille prend la maladie de sa mère. En fait, elle devient elle-même, elle a elle-même ce cœur malade. Bon, voilà, ça c'est... non, c'est pas bon. Justement, j'en profite pour te relancer. Tu as écrit un manifeste de théâtre et tu qualifies ton théâtre de cardiaque. Alors parlons du cœur. Bah oui, c'est... Non, mais c'est assez beau, c'est Pascal Rambert qui m'avait soufflé, qui m'avait soufflé ça en sortant d'un de mes spectacles, qui m'a dit qu'il aimait mes spectacles cardiaques. Et quand il fallait trouver un titre pour le livre, je me suis dit, tiens, théâtre cardiaque, j'aimais bien ça. Le cœur, bah, je pense que c'est vraiment parce que justement ce rapport à l'émotion. Le cœur, il bat dans Valentina. Ouais. Et du spectacle. La maman, elle a un problème au cœur, tout ça. Je pense que c'est beau, j'aime bien théâtre cardiaque, ça sonne bien. Et voilà. Et aussi, je raconte une anecdote à la fin de théâtre cardiaque. Je parle beaucoup de ma mère. Je vais vous reparler de ma mère encore. C'est ma mère, elle a fait un ictus amnésique. Vous ne devez pas savoir ce que c'est, à moins qu'il y ait des Vietnamiens dans la salle. Mais en fait, un ictus amnésique, c'est en fait un moment, ça peut durer entre 6 heures et 36 heures, où la personne ne sait plus quel jour on est et où est-ce qu'on est. Elle ne sait plus. Et moi, ma mère, un jour, j'étais avec elle et tout d'un coup, en fait, elle a commencé à me demander quel jour on était. Elle pensait qu'elle était au Vietnam. Et pour la première fois de sa vie, elle m'a parlé en vietnamien. Et je lui disais, mais arrête de parler vietnamien, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, arrête de parler vietnamien.
Et je vais à l'hôpital, évidemment j'ai très très peur, et là les médecins me disent, vous inquiétez pas, c'est un ictus amnésique, ça passera dans quelques temps. Et effectivement, au bout de un peu plus 24 heures, ma mère est revenue à la normale, et voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un ictus amnésique, donc c'est vraiment on ne sait plus où on est, mais on ne sait plus quand on est. Et ben, j'ai vu un ethno-psychiatre qui m'a dit que c'était un syndrome qui arrivait énormément aux Vietnamiens étrangers. De plus savoir s'ils étaient au Vietnam ou en France, et de plus savoir quand est-ce qu'ils sont. Bon. Et ils ne savent pas pourquoi. C'est absolument un mystère. Et bref, dans cet ictus amnésique, ce qui se passe, c'est que le cœur se met à ralentir un peu plus. En fait, il ralentit. Et ce qui fait qu'en fait, le sang arrive un peu moins au cerveau. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un moment où, en fait, ça dérape. En gros, je suis pas médecin, mais ça dérape. Et c'est pour ça aussi, du coup, à la fin, je parle du cœur, quoi. Que grâce à ça, quelque part, malgré tout, ma mère m'a parlé vietnamien pour la première fois. Et juste pour revenir sur la question de la colère, et puis c'est bien parce qu'en fait, voilà, je suis en plein dedans et puis ça fait partie maintenant de ma vie. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à la colère et je pense qu'elle est saine, pour moi en tout cas, parce que en fait, ma mère est ce que j'appelle ma communauté de résilience des Vietnamiens à l'étranger, ceux de ma famille en tout cas. En fait, il y a toujours cette chose de loyauté vis-à-vis de la France et d'une chose où finalement ma mère, alors que vraiment, en fait, ils ont été reçus dans des conditions mais absolument déplorables, qu'on leur a interdit de parler leur langue, qu'ils ont eu que depuis l'année dernière, enfin même pas depuis 6 mois, le statut de rapatrié, avant ils ne l'avaient même pas. Et ben pour autant, en fait, il fallait s'excuser, il fallait dire merci, et que surtout, il fallait pas avoir de colère, il fallait avancer, voilà, c'est comme ça, quoi. Et en fait, j'ai hérité de ça. J'ai hérité de ça, et ce qui fait que même dans Saigon, quelque part, même si j'aime ce spectacle profondément, mais Saigon, il y a tout sauf la colère dans ce spectacle. Il y a l'acquiescement, ouais. Mais il n'y a pas la colère. Et même le personnage du colon qui aurait pu exister, qui en fait, je l'ai pas mis en fait dedans. J'ai mis un autre personnage, j'ai mis sa femme, qui était un peu plus excusable, on va dire, parce qu'en fait, elle n'était pas très au courant de ce qui se passait. Bon voilà. Mais j'ai pas mis de colère dedans, alors qu'en fait, il en faut. Je pense en tout cas, moi là pour et depuis que ma mère aussi est décédée. On nous parle beaucoup même avec sur notre communauté de Vietnamiens en France, on nous dit beaucoup, mais oui, vous êtes une communauté qui s'est bien intégrée, vous êtes une communauté et en fait, je sais bien qu'à chaque fois qu'il parle de ça, en fait, il parle d'autres communautés qui sont pas bien intégrées. Il parle de mon père, en fait. Mais en fait, du coup, et ça, en fait, c'est plus acceptable. Et puis la résilience, c'est cette fameuse résilience, en fait. Cette fameuse résilience. Et j'ai appris dernièrement que la résilience, en fait, c'est en chimie, enfin, c'est en physique. En fait, c'est un métal, en fait, on tape sur le métal. Et en fait, on verra sa capacité à se remettre droit. Et bon, voilà, je sais pas, du coup, cette image-là, en fait, finalement, on a remercié toute une communauté de s'être remis droit après avoir pris tant de coups. Et je crois que là, il est temps pour moi, même dans mon geste artistique, de faire entrer la colère. Je ne sais pas du tout ce que ça va prendre comme forme, mais je sens que quelque chose est en train de bouger. Et d'ailleurs, le prochain spectacle que j'ai écrit, donc, s'appelle Mélodrame, en finir avec la résilience, ça sera sur ça, sur ce thème de la colère. Et toi, tu te sens bien intégrée? Bien sûr, mais même moi, je suis Est-ce que tu n'es pas un fétiche et puis finalement un faire-valoir? Parce que tu es très à la mode dans le monde intellectuel français, parce que justement, tu portes un double nom qui n'est pas français, et qu'en plus, tu es une femme.
Donc, tu coches les cases. Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas un peu instrumentalisé? On va finir sur ça. Non, complètement. Alors, instrumentaliser, Non, je veux dire, est-ce non. que tu as perçu des pressions des institutions culturelles pour prendre ce poste très important? Alors, clairement, évidemment que je suis ultra intégrée. Je suis directrice d'un deuxième théâtre, comme tu disais, le plus important en France. Je suis ultra intégrée. Mais en fait, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire, en fait, ça a été la fierté. Non, mais ça a été la fierté de ma mère. Ah. Ça a été la fierté de ma mère. Ça a été la fierté de. Enfin, mon père, il était décédé avant que j'y arrive, mais en tout cas. Et en fait, ce que j'ai fait, finalement, en fait, c'est comme. À la fois, c'est la fierté de ma mère, et à la fois, dernièrement, je l'ai écrit. C'est dommage, je fais mieux que je retrouve ce que j'ai écrit. Je pense que ça va mieux que ce que je vais dire là. Mais c'est qu'en fait, finalement, je suis maintenant enfin, comment dire, c'est parfait, tout rentre dans le programme qui était prévu. Non, mais voilà, évidemment, du coup, on peut me montrer comme exemple, tout s'est bien passé. Et c'est ça qui, effectivement, je sens, me met dans une situation de crise. Quand je parlais de me dire, mais en fait, mon intégration, quelque part, ma réussite, elle est là pour finalement à des moments justifier la violence sur le corps même de ma mère. Et en fait, c'est pour ça que je me sens la responsabilité maintenant qu'elle est morte. Peut-être je n'aurais pas pu le faire avant, parce que je pense que ma mère aurait eu très peur pour moi. Elle a toujours eu peur pour moi, ma mère. Attention, ne dis pas polyatruche, j'étais toujours trop politique, j'ai parlé trop de choses qu'il ne fallait pas parler. Et en fait, maintenant qu'elle est morte, j'ai plus peur, parce qu'elle n'est plus là. Et je crois surtout qu'il faut que voilà, je dois passer à cette étape-là, en fait. Mais c'est pas que je dois, je le sens, en fait, c'est en moi. Je sens que il y a un film que j'adore. Là, je sais pas si vous avez vu Syrah. Si, génial. Oliver Lax. Et Oliver Lax avait fait un film Grand avant. prix à Cannes, hein, quand même. Et il avait fait un film avant, et j'adore le titre, qui s'appelle Viendra le feu. Et voilà, je sais pas. En fait, je me dis. Elle brûle, viendra le feu, voilà, on n'est pas loin. C'est l'histoire. Viendra le feu d'Oliver Lax, c'est quand même l'histoire d'un pompier qui est accusé d'être pyromane. Et toi, tu brûles. Tu brûles d'intensité. Oui, mais en tout cas, j'adore ce titre. Je me dis, j'aurais adoré. Ça aurait pu s'appeler comme ça, mon prochain spectacle. Ou alors, ce que dit aussi Anne Sylvestre dans une de ses chansons, l'incendie aussi, je peux. En fait, c'est ça. C'est oui, la résilience, mais l'incendie aussi, je peux. Et je crois que j'en suis à cette étape-là. Alors, en toute tranquillité, ça, je suis à New York et pas à Strasbourg avec ma tutelle, mais en tout cas, oui, je sens que la question de la colère, elle est là, elle m'habite tout le temps, tout le temps dans mon écriture. Actuellement, je sens qu'il faut que voilà, qu'il y ait quelque chose qui va bouger, qui va changer. Ouais. Ben, merci beaucoup, Caroline. Mais j'imagine qu'il y a des questions, non? Oui. C'est un micro, quelque part? Oui, je suis. Sinon, je peux parler. Peut-être que vous entendez. Oui, on vous entend très bien. D'accord. Il y a la jeune femme aussi. Et alors, il y a déjà cette. Courtney, on prend ce micro? Oui. Ah, on peut le prendre, pardon, je n'avais pas compris. Alors d'abord, je voulais vous remercier, c'était extrêmement riche et merveilleux, très émouvant. Ce que vous dites vous fait beaucoup réfléchir. Et avant de poser la question, je voulais dire une citation que je vous ai entendu dire lorsque vous parliez du double exil de vos parents et de votre façon de les absorber, ces exils. Vous avez parlé d'une mémoire sans souvenir et je trouve ça justement universel, même si ce n'est pas votre volonté. Et ma question est assez simple, c'est à propos de votre accent. Vous avez parlé de ça tout à l'heure en disant que vous l'aviez, on l'avait fait disparaître. Oui, on me l'a fait disparaître. Et justement, il y a beaucoup dans vos choix en fait de mise en scène,
les personnes, les acteurs qui jouent dans leur propre langage, ça appelle à une musicalité propre et justement, vous mettez la lumière sur les individus tels qu'ils sont. Et donc, le rôle, pourquoi vous ne le reprenez pas, votre accent? Ah, alors, oui, alors, Par moment, il y a eu des pointes tout à l'heure. quand je m'énerve, à ce qui paraît, j'ai un peu un accent qui revient. Ça m'arrive pas souvent, mais du coup, apparemment, j'ai l'accent qui revient. Alors, pour vous dire la vérité, je l'aime et je l'aime pas cet accent, parce que c'est un accent du sud, du village où j'ai grandi, et qu'en vérité, alors j'aime l'accent parce que j'aime les accents, parce que j'aime, et puis parce que en fait, c'est tellement pas présent pour tout ce que j'ai raconté. Mais en fait, j'ai une ambivalence par rapport à cet accent. Le village dans lequel j'ai grandi, d'ailleurs mon livre Un théâtre cardiaque commence par ça, on était deux familles de racisés, comme on dit. Il y avait la famille Ben Belaïd, qui habitait rue Roger Maurice, et moi, enfin notre famille avec ma mère, juif et vietnamien, et chinois, comme il disait. Et le père de la famille Ben Belaïd a été tué au milieu de la place du village il s'est pris des balles de fusil de chasse. Hein. Il a été tué pour rien d'autre comme raison qu'il était arabe. Voilà. Ça, c'est le village dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai eu mon accent. Donc, en vérité, je ne vais pas le récupérer. Je ne vais pas le récupérer. Par contre, je condamne le fait qu'on me les fait perdre. Voilà. J'aurais voulu, moi, décider de le perdre éventuellement. Mais pas qu'on fasse perdre, parce que finalement, voilà. Mais alors, quand je dis ça, évidemment, je parle pour moi, je ne dis pas que les gens pourraient faire. L'accent du Sud ne raconte pas le racisme. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que mon lien avec cet accent est lié à ce village. Et que ce village, il est aussi imprégné de ça, pour moi. Voilà. Il y a une jeune fille qui Ok, merci beaucoup. Et j'ai vu votre spectacle à Avignon il y a 2 ans et c'était magnifique. J'ai une question à vous poser. Je vais la poser en anglais parce que je suis un peu fatiguée. Tu l'as posé en anglais? Oui. Ah ouais, alors attendez, parce que moi je parle pas très bien anglais, mais allez, je vais me concentrer. Ok. Ouais. Mais sinon, ça va aussi. Ouais. There's an artist named Anne Wilson, American textile artist, who had an exhibition of lace underneath glass with a magnifying glass. And the point of the exhibition was called Drawing Room, and people would come in and try to draw the minute lace, the details. And it was very frustrating. And I'm interested in text and textile and the relationship between craft that you tell in Lacrima and crafting a text, the intricate looking, the frustrating detail, the painstaking nature of the construction, if you think about a relationship between the two. Alors j'aurais besoin de quelqu'un qui peut me traduire, s'il vous plaît. Quelqu'un veut me traduire? Il y avait une exhibition où il y avait la capacité à dessiner la dentelle, et people express their... Ouais, on met beaucoup de temps à dessiner ces trop petits, like very detailed pieces. Au niveau de détail, ils ont lutté avec ça. Ouais. Ouais, et c'est un peu la méthodologie et la construction dans le texte. Ouais. Je trouve qu'on peut parler en fait. Avec la broderie. Ouais, oui. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est super que vous ayez vu ça parce que en fait, c'est vrai. Complètement. En fait, c'est super que vous ayez vu ça parce que c'était vraiment le projet, mais que très peu de personnes l'ont vu. C'est-à-dire en fait, parce que par exemple, on m'a évidemment beaucoup parlé de séries en voyant Lacrima, mais en fait, quand j'ai écrit Lacrima, je l'ai écrit comme avec finalement un réseau. On parle de réseau de maillage, de réseau,
de fil, et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, bon, je me suis dit, je vais écrire des fils narratifs qui vont créer, en fait, finalement, un tableau d'histoire. Euh, et enfin, vraiment, j'avais ça en tête quand je l'ai écrit. Voilà. Moi, j'ai posé une question. Merci beaucoup pour votre merveilleux dialogue. Il y a une dizaine d'années, ici même, j'avais invité Linda Lay, qui était aussi une amie et une grande écrivaine. Et Linda Lay, quand elle écrivait ou qu'elle parlait de la question de l'exil, au fond, pour elle, c'était un exil sans retour à cause de l'horreur communiste qui se maintenait au Vietnam, sans retour aussi parce que c'était fini, elle était dans une sorte d'exil permanent où son identité, elle se faisait à travers tous les grands écrivains, enfin les grands, plus ou moins grands, mais je vais les écrivains européens qu'elle lisait, à reprendre des mots de Sixou, exil, littérature, hein. Et donc comme si elle avait finalement je crois dire, fait son deuil de tout retour et surtout de toute identité, quoi. Et elle refusait qu'on l'appelle écrivaine vietnamienne. Voilà. Et donc, je voulais savoir si, pour vous, si vous l'avez lu, comment vous la lisez aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de génération, sur le rapport aussi à l'identité originelle? Alors oui, je l'ai lu, mais en fait c'est très différent parce que moi je ne suis pas née au Vietnam, hein. Elle est née au Vietnam, hein, on est d'accord, hein, elle est partie jeune, tout ça. Donc moi j'ai pas du tout, enfin encore une fois, en fait toute mon écriture, elle est liée au fait que j'ai grandi dans le sud de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, l'existence de enfin, ce qu'a vécu ma mère et ce qu'a vécu mon père, parce que mon père en plus a vécu la Seconde Guerre mondiale. Mon père est né en 1924. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, il avait 18 ans, il est parti, là, voilà. Il a perdu une oreille, mon père était sur d'une oreille parce qu'il y a une autre bulle qui est explosée. Bon, voilà. En fait, vous voyez, ce qu'ont vécu mon père et ma mère, c'est inimaginable pour moi. Moi, j'ai vraiment grandi, enfin, je vous dis, dans le sud de la France, protégée. J'ai su très tard que mon père savait parler arabe d'ailleurs. Bref. Et en fait, je pense que toute mon écriture, elle est justement liée au fait que j'ai besoin de me représenter les choses. Parce que justement, en fait, c'est tellement inimaginable. Enfin, le gap qu'il y a. Il y a un gap intersidéral entre ce qu'ont vécu mes parents et moi, ce que j'ai vécu. En fait, c'est vraiment, mes gens, on n'a pas du tout la même vie et ils ont tout fait pour que mon frère et moi, on n'ait vraiment pas la même vie. Et donc, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, oui, justement, je ne cesse d'essayer de voir comment est-ce que, en fait, je pense que je passerai toute ma vie à essayer de comprendre ce que c'est que l'exil de ma mère. Par exemple, la scène là en ce moment, je suis en train de travailler sur justement ce qu'on appelle les enfants de la Foéfie au Vietnam, en France. C'est une histoire qui n'est pas du tout connue en France. C'est en fait des enfants le Vietnam a été le pays dans lequel il y a eu le plus d'enfants qui sont nés entre des femmes vietnamiennes et des hommes du coup colons. Il n'y a pas eu autant d'enfants qui sont nés en Algérie, par exemple. Et vraiment, il y a eu énormément d'enfants métis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, la France s'est posé la question de ce qu'ils allaient bien pouvoir faire de ces enfants métis, moitié français, moitié vietnamien. Et en fait, ils ont décidé en 1956, à la décolonisation, de les prendre. Il y a eu 4500 enfants qui ont été pris de leur mère pour les amener en France et qui ont été éduqués dans des orphelinats. Ils n'ont même pas été donnés à l'adoption, ils ont vraiment été éduqués dans des orphelinats. C'est une grande question, par exemple, justement sur la question de la résilience, tout ça. S'il dit ça, c'est qu'en fait, je me rends compte dans mes interviews que je fais, parce que du coup, je rencontre ces enfants qui sont plus des enfants, maintenant ils ont 70-80 ans, de leur poser la question de leur départ. Je me rends compte que je suis obsédée par leur départ.
Est-ce qu'ils s'en souviennent bien? Est-ce que leur mère était là pour leur dire au revoir sur le bateau? Quel bateau ils ont pris? Est-ce que du coup, dans le bateau, on a commencé à leur parler français ou est-ce qu'on leur parlait français avant? Est-ce que sur le bateau, ils cherchaient leur père ou est-ce que du coup, ils pensaient que leur père... Enfin, je suis obsédée par ça. Et je me rends compte qu'en fait, je suis obsédée parce que dans le fond, j'essaye désespérément de comprendre c'était quoi la vie de ma mère, en fait. Tellement, c'est quoi ce moment justement c'est quoi, en fait, voilà. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Moi, je suis vraiment une deuxième génération qui est complètement, au contraire, a priori, dénuée d'histoire, en fait. Bonsoir, merci beaucoup pour la conversation. C'est pas exactement une question, mais par rapport à l'Acrima et peut-être Saigon, présenté ici à New York, aux États-Unis, avec, bon, je ne vais pas parler du climat politique actuel, mais avec quand même les vagues, enfin on est tous des immigrants ici, et la répression du langage, les larmes, on peut aussi rappeler cette grande trace de Trace of Tears, j'ai oublié le nom des Native américaines qui sont partis d'un endroit à un autre. Je voulais savoir comment l'équipe de la BAM, par exemple, ou même toi, tu te prépares au public new-yorkais. New-yorkais, c'est un peu à part d'autres endroits, mais comment tu envisages la réception de ton travail ici, où il y a avec des personnes qui viennent de partout et où les larmes sont réprimées. Enfin, c'est très rare. Ou bien elles sont exploitées. Donc, dans les discours plus politiques, on va pleurer, God bless you, etc. Et comment tu te prépares à ça par rapport à une audience, à un public qui va découvrir ton travail, puisque bon, il y a eu une expérience à Princeton, mais jusqu'à présent, ton travail n'a pas encore été présenté. Enfin, tu viens, on va le voir. Et je voulais savoir si tu avais réfléchi ou préparé à ça un peu. Franchement, non, j'ai pas. Enfin, évidemment que je vois le contexte dans lequel on arrive. En même temps, juste avant, on va jouer au Barbican à Londres. Tu vois, je me pose des questions sur, enfin, vu qu'il s'agit de l'Angleterre dans la climat, de la princesse anglaise, de la question postcoloniale vis-à-vis de l'Inde. Là, je t'avoue que je suis beaucoup plus en train de me poser des questions sur comment le retour, enfin, comment ça va être perçu en Angleterre. Après, moi, je peux pas me préparer à ça. C'est-à-dire, maintenant, le spectacle, il est fait. Et voilà, je vais découvrir en fait ce que le spectacle va raconter quand il va être face aux spectateurs et de ce qu'ils vont me raconter après. Peut-être, je sais pas, tu vois, je me prépare pas spécialement à ça. Voilà, on va voir. Mais parce que du coup, qu'est-ce que c'est parce que tu parles bien de l'environnement dans lequel tu as grandi, de l'exil de tes deux parents. Et ici, en fait, quand tu commences à connaître les personnes, tu t'aperçois de la répression du langage chez des uns, la répression de l'adaptation à cette vie américaine. Et je me demandais, et puis, bon, ce n'est pas Saigon, mais par rapport au Vietnam aussi, si Saigon vient, comment les salles, alors c'est peut-être pas une question pour toi, bien évidemment, c'est peut-être plutôt une question pour le curateur ou le directeur artistique d'une salle qui va présenter ton travail, c'est comment ton spectacle peut grandir dans ce pays. Enfin,
Donc, il n'y a pas de réponse. Je sais bien, je me doute bien que tu n'as pas, excuse-moi, je dis tu, mais tu n'as pas la réponse. Mais je voulais simplement dire, mais ça, oh là, je suis curieuse de voir comment ça va résonner, tu vois. Écoute, franchement, je ne sais pas, moi aussi, je suis curieuse. Ce que je sais, c'est que, par exemple, Saigon, je serais hyper heureuse de le présenter ici parce que je sais qu'il y a une grande communauté du coup, de Vietnamiens qui n'ont pas du tout la même histoire que les Vietnamiens qu'on raconte, puisque c'est 56 et ici c'est 75 plutôt, quoique. Mais en fait, ça, je serais hyper heureuse de ça. Plus parce que du coup, effectivement, moi, je suis toujours très très contente quand dans les salles, je vois des Vietnamiens, enfin des personnes qui parlent le vietnamien ou qui sont vietnamiens, qui ont l'origine vietnamienne. Après, par exemple, là, on vient de jouer Lacrima, on l'a joué à Montréal et à Québec. Par exemple, sur la question de l'émotion, c'était génial de me rendre compte que c'était pas du tout une question pour eux. Enfin, tu vois, par exemple, alors là, vraiment, alors qu'on me pose la question, mais tout le temps, je peux en parler, mais tout le temps, c'est vraiment, je peux passer en France ma vie sur les émissions de télé, j'ai pas fait beaucoup, mais en tout cas de radio, à en parler beaucoup, beaucoup. Oui. Et là-bas, mais enfin, c'est normal, en fait. Mais j'avais un peu l'intuition de ça. Oui. Tu vois, en y allant. Bon, voilà, mais sinon, non, je sais pas. Mais en plus, moi, je suis incapable de me mettre à la place d'une assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis incapable. Me mettre à la place d'une assemblée, je sais pas ce que ça veut dire. Mais même en France, même, vraiment, je suis là, je regarde depuis mon regard. Et ce que pense quelqu'un à côté de moi, je vais l'écouter, je vais être. Mais une assemblée, enfin, je sais pas. Oh, oui, bien sûr, c'est ça, je vais plus vite en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais effectivement, tu dis par rapport à Montréal et les larmes ou les émotions, c'est tout à fait différent en France. Oui, oui, non, très bien, ben, on a hâte. C'est du 22 au 26 octobre. Oui, 22-26. 22-26. Il y a encore temps. Une micro-question un peu à côté de toutes ces discussions sur ton rapport à l'institution et sur ce que cette nouvelle position de directrice du TNS change pour toi ou pas. Parce que voilà, il y a un certain nombre de créateurs, créatrices qui se sont retrouvés dans cette position, qui ont pu se sentir soit en porte-à-faux avec l'institution, et donc la question de est-ce qu'on peut être de l'institution sans être l'institution. Donc, est-ce que tu anticipes? Parce que, bon, pour le coup, il y a tout un travail dont tu as évoqué certains éléments que tu as déjà, de manière très féconde, mis en place de transformation des structures existantes. Mais est-ce que, voilà, il y a nécessairement des résistances qui risquent, qui peut-être t'ont déjà placé dans des positions que tu aurais voulu ne pas occuper, ou est-ce que c'est des choses, tu disais, TNS, théâtre public, donc dans un contexte politique français qui est aussi ce qu'il est, avec ces nouvelles contraintes qui ne sont pas seulement financières, mais aussi idéologiques. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu comment c'est un peu dans la continuité de la question de la colère, mais peut-être plus là vraiment d'un point de vue de pragmatique politique. Alors, c'est sûr que la programmation du TNS, si demain on a le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, je pense que ça va changer. Enfin, ça changera. En tout cas, sinon je partirai. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui est complètement très très clair sur les artistes qu'on a envie de faire exister, sur les récits qu'on a envie d'entendre, sur, on va dire, une direction politique, enfin, d'abord artistique. Il y a des artistes qui sont là, ce sont des artistes surtout qui sont importants, avant tout, ce sont des artistes importants. Et puis, évidemment, voilà, sur la question des récits, sur la question... voilà, bon, bref. Mais en fait, je sais pas, moi, je me dis pas...
est-ce que je suis l'institution, est-ce que je ne le suis pas? En fait, je suis en responsabilité d'une institution. Voilà. Donc à partir de là, moi je fais mon travail. Mon travail, c'est d'avoir de l'argent public pour soutenir des artistes et de permettre en fait à des publics d'être présents dans les salles parce que du coup, on a considéré, et à raison en France, que l'art était important pour tout le monde. Et donc, moi, en fait, je fais mon travail, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, ce que je raconte sur le programme, effectivement, avec les publics allophones, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi de mettre en place. Comme, je sais pas, on a aussi tout un travail qu'on fait sur les galas avec du coup les habitants du territoire, la présence aussi des langues, de différentes langues, la présence d'artistes comme Ahmed Tobassi dans la programmation ou Eric Feldman dans la programmation, de pouvoir aussi créer des communautés en présence qui peuvent aussi partager des moments et des temps de réflexion. En fait, je me dis pas, enfin, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être l'institution. Par contre, voilà, on m'a nommé pour des choses. Ils savent, en me nommant, qui je suis, que évidemment que j'allais m'intéresser et être très très préoccupée sur les publics, sur les langues, sur les gens qu'on voit pas, sur la question de comment est-ce qu'on crée pas des lieux d'exclusion. Finalement, même sans s'en rendre compte, mais on crée des... Donc en fait, voilà, je continue à faire mon travail. Pour l'instant, j'ai pas de, je me sens pas en je me sens ni en porte-à-faux, ni je me sens voilà, au travail en fait, avec des choses qui réussissent plus ou moins. Enfin, je veux dire, ça, c'est la première fois que je suis directrice d'un lieu, donc évidemment que j'apprends, j'y vais avec humilité. Mais voilà, je me sens pas en contradiction, en porte-à-faux, en tout cas pour l'instant. Après, effectivement, il y a des domaines effectivement d'argent, de restrictions budgétaires, c'est compliqué, même si nous, le TNS, pour l'instant, n'a pas été touché, les compagnies sont touchées, et donc de fait, c'est un écosystème qui fait qu'en fait, il manque de l'argent, et que ça, c'est très, très préoccupant. Et puis pareil, nous on a inventé par exemple un programme, une soirée, un événement pardon, qui s'appelle Envisager la nuit. Et par exemple, moi je sais que, parce qu'en plus c'est important de dire que dans le TNS il y a une école aussi. Et par exemple, je sais que moi, cet événement, Envisager la nuit, le principe c'est de dire est-ce que les sujets dont on ne peut pas parler la journée parce qu'ils créent trop de conflits, est-ce que si on les pense et on les réfléchit la nuit, vraiment la nuit, hein, c'est-à-dire l'événement commence à 23h, il finit à 7h du matin, avec des penseurs, des militants, des politiciens, tout ça, est-ce que du coup ça nous permet de penser différemment? Des politiciens, il n'y en a pas, je dis n'importe quoi. Il pourrait, mais là, il n'y en a pas. Est-ce que ça... Et en fait, ça, c'est intéressant. Là, par exemple, on a parlé de la cancel culture. Est-ce que du coup on a fait venir, voilà, qu'est-ce que c'est que les sensitive readers, en plus nous on est en France, on est, c'est différent d'ici, bon bref. Et voilà, j'essaye de faire ça, j'essaye de voir comment est-ce qu'on construit et comment on ne détruit pas. Que même des choses qui sont très complexes à réfléchir, comment est-ce que j'ai envie de croire qu'on peut quand même réfléchir et les partager, que nos lieux sont des lieux dans lesquels en fait on peut faire exister ces pensées-là, quoi. Voilà, moi je suis là pour un temps donné aussi, hein. C'est ça qui est bien, c'est que je vais pas être là dans 15 ans, j'y serai plus, je dirais. Enfin, je veux dire, c'est des temps donnés, c'est 5 ans, 7 ans ou 9 ans, voilà. Donc c'est un temps, voilà. Et c'est important pour moi de savoir que c'est un temps. Juste une question d'ordre technique. La pièce jouée à BAM sera en français avec un système de sous-titrage? Oui, avec un système de sous-titrage, mais elle est aussi... oui, elle est projetée, oui, c'est projeté. Mais en fait, la Crima est en 3 langues, c'est en français, en anglais et en tamoul. Donc il y a aussi une grosse partie en anglais, puisque ça se passe avec la princesse d'Angleterre. Dernière question. L'impression. Ouais. En fait, je voulais prendre la parole parce qu'il y a
une chose que vous avez dite et qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai aussi grandi dans un tout petit village du sud de la France et j'avais un énorme accent quand je suis monté à Paris. Et puis, en faisant mes études, j'ai perdu mon accent parce que les gens rigolaient quand je parlais, donc c'était pas forcément très facile pour communiquer et échanger les réelles idées que j'avais envie d'échanger. Et en fait, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous avez dit qu'on vous avez volé votre accent, et, comme si on vous l'avait pris, comme si on vous l'avait effacé. Et c'est assez marrant parce que c'est pas du tout moi comment je l'ai vécu, parce que quand je rentre dans le sud et que je retrouve mes amis, ma famille, avec ceux avec qui j'ai grandi, je reprends très facilement et j'ai aucun problème à reprendre. Je peux parler sans accent ou avec l'accent et je peux l'interchanger. Et dans votre histoire, enfin, je recoupe cet événement avec ce que vous avez pu vivre avec vos parents, avec votre mère, avec votre père qui ne parlait pas l'arabe, votre mère qui ne parlait plus le vietnamien. Qui ne me parlait pas le vietnamien. Ma mère parlait le vietnamien, mais elle me le parlait pas. C'est un peu comme s'il l'avait oublié, qu'il avait effacé. En fait, j'ai pas arrêté de penser que c'était un petit peu la même chose avec votre accent. Peut-être aussi. Alors, ma mère parlait le vietnamien, hein, elle a parlé le vietnamien, elle parlait le vietnamien. Oui, oui. Moi, juste pour dire une chose, c'est que je pense que, enfin, ça c'est important de le dire, c'est que moi je pense que la solution, et j'aimerais bien, en tant que directrice d'institution et d'école, il y a une chose que j'aimerais bien faire, enfin je vais le faire, mais il faut vraiment que je trouve le temps pour ça, mais en fait j'aimerais bien donner des cours d'accent. Non, non, mais c'est vrai. En fait, ça, c'est ce qui se passe. Mais non, mais vraiment, c'est ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, il y a des cours d'accent. Enfin, en tout cas, l'accent est considéré comme une richesse de la langue et ils ont bien raison de penser ça. Ça vient à ma question. Je voulais savoir, est-ce que vous allez écrire un jour une pièce avec l'accent dessus? Ah, mais j'ai monté Marius de Pagnol. Oui, oui. Oui, je pourrais complètement. Et puis, il y a déjà je pourrais complètement. Oui, mais là, Marius de Pagnol, vraiment, c'est avec justement les détenus. Vraiment avec l'accent. C'est vraiment les détenus qui viennent de Marseille. Il y a beaucoup d'accent. Mais en tout cas, non, mais voilà, moi je pense que j'ai une amie qui s'appelle Nelly Pulicani, qui par exemple est comédienne et qui a un accent du sud de Toulouse. Et en fait, elle a travaillé seule, parce qu'elle a bien compris qu'on voulait qu'elle enlève son accent, et elle a travaillé seule à garder son accent pour elle et à l'avoir ou ne pas l'avoir. Voilà. Donc voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait. Moi, j'aimerais bien dans l'école, le TNS, faire ça. Et du coup, d'ailleurs, ça poserait plein de questions hyper intéressantes. Hein. Quel accent on peut apprendre? Lesquels? Parce que moi, je ne sais pas ce que je penserais si demain, dans l'école, on apprenait l'accent vietnamien, par exemple. Qu'est-ce que ça réveille comme imaginaire? Moi, l'accent vietnamien, je l'entendais, c'était Michel Leb quand j'étais plus jeune. Très raciste. Non mais voilà, du coup, qu'est-ce qu'il faut décloisonner, qu'est-ce qu'il faut repenser, qu'est-ce qu'il faut... voilà. Donc ça, c'est une grosse question. Mais moi, je pense qu'évidemment, la solution, c'est de pouvoir le garder et de pouvoir l'enlever s'il le faut, parce que d'un coup, on va jouer un personnage qui vient de, je sais pas, de Paris ou de Bruxelles, et c'est encore un autre accent, et voilà. Par contre, c'est très difficile de perdre son accent français quand on habite aux États-Unis. Parce que moi, ça fait 45 ans que je vis ici et au bout de 2 minutes, on me dit « vous êtes française ». Mais les gens doivent peut-être trouver ça charmant. Et c'est qu'en fait, il y a des accents qui racontent pas les mêmes choses. Quand je vais en France, on me dit « ah, vous avez un petit accent américain ». Oui, mais vous voyez, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des accents ne racontent pas la même chose. Il y a des accents qui sont charmants, il y a des accents qui font rire, il y a des accents qui ont l'impression qui diminuent les gens. En fait, c'est parce que bon, Jeanne Birkin, on a toujours trouvé ça très charmant, son accent. Enfin, pourquoi ma mère, elle a absolument dû perdre son accent vietnamien. Enfin, vous voyez, en fait, moi, c'est ça un petit peu que j'essaye de comprendre. Là, vraiment, il y a la question des langues, la question sincèrement, la question des accents, enfin, en tout cas en France,
c'est une autoroute à Un réflexion. marqueur social. Très fort. Ça se travaille ici dans les écoles de Je sais, ouais. théâtre. Bah, c'est ça qui est- Oui. ouais, ouais. Si c'est un personnage qui vient d'une pièce et que c'est la Caroline du Sud, enfin, Ouais. l'Américain du Sud, et elle va pratiquer. Mais ça, c'est génial. Ce qui n'est pas le New-Yorkais. Enfin, Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est super. Mais j'aimerais bien qu'on prenne de ça. il y a un comédien au Théâtre du Soleil qui joue, on n'entend pas, enfin, il joue sans accent. Il sort du théâtre pour rencontrer d'autres personnes, il a un accent du Midi, mais on a l'impression que c'est deux personnes. Un acteur déjà d'un certain âge, son nom m'a oublié, mais j'étais très surprise de l'entendre parler à la sortie de la pièce avec un accent du Sud qui dit oui, oui, ça c'est ma voix. Ça, c'est ma voix. Bien, je vous remercie beaucoup. Et alors, quels sont ces prochains invités? Alors, le prochain invité est un sociologue, philosophe. Il s'appelle Pierre Charbonnier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il a la singularité de pouvoir travailler en nouant à la fois l'anthropologie, la réflexion écologique et l'économie post-marxiste. Il est très singulier dans le paysage intellectuel français et je pense qu'il fait partie de la jeune génération des philosophes qui est en train de nous apporter une autre vision du monde. Et après? Et au printemps? Au printemps, nous avons d'abord une fille, une jeune femme dont vous connaissez le nom, mais dont vous n'avez peut-être pas lu forcément les textes. Et pourtant, elle a fait paraître un deuxième livre. Son premier livre a été un succès français phénoménal, mais aussi traduit dans le monde entier, parce qu'elle a fait partie de la vague MeToo. Elle s'appelle Vanessa Springora. Et elle a écrit un deuxième livre qui s'intitule Patronyme. Et nous retrouvons de nouveau les thématiques de Caroline, parce que Vanessa Springora, qui a vécu une histoire de pédophilie et qui a analysé donc cette absence de consentement déguisée en pseudo-soumission et autorisée par la mère de Vanessa. Ensuite, après la publication et le retentissement de ce livre, au moment de la sortie d'ailleurs de ce livre, a reçu un coup de téléphone un jour d'un commissaire de police alors qu'elle se rendait à une émission de télévision, lui disant « Je crois que c'est votre père qui vient de mourir, il faudrait que vous puissiez venir authentifier le corps. » Et à partir de là, toute une recherche généalogique, familiale et surtout politique va commencer pour elle. Donc elle va venir parler de son itinéraire et de la découverte de sa généalogie familiale, côté mère, mais aussi côté père. Et puis ensuite, dans le premier semestre 26, nous aurons aussi un très grand écrivain que nous admirons depuis très longtemps pour son style inégalable et aussi pour les thématiques qu'il emprunte en changeant à chaque fois de tempo, de rythme, de discipline, de sujet, etc. Il s'agit de Jean Echenoz. Voilà. Merci.